Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'un endroit où aller. Où ce soir, nous avons la joie d'accueillir Solène Bakowski. Bonsoir Solène. Bonsoir Nathalie. On vous reçoit pour ce livre, le voilà, Ce que je n'ai pas su, qui est paru la semaine dernière, donc le 13 avril aux éditions Plomb. Ce soir, pour vous interroger, on prend la direction de la Garenne-Colombe et on retrouve Nathalie Iris de la librairie Mots en Marge. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie, bonsoir Solène. J'espère que Bonsoir. vous allez bien toutes les deux. Je vais rappeler à nos amis auditeurs qui peuvent poser des questions à Solène par mon intermédiaire et je reviendrai vous les poser à la fin de votre entretien, mesdames. Je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Alors, rebonsoir Solène, je suis ravie de mener cet entretien. Donc, ce que je n'ai pas su dire, si on veut rappeler, disons, le contexte de ce roman, c'est l'histoire d'une femme qui a vécu quelque temps avec Paul dans Paris. Paul est un écrivain de renom, enfin en tout cas qui a du succès, et qui s'est envolé du jour au lendemain. Donc, notre héroïne Hélène eh bien, a mis un petit peu de temps à s'en remettre. Et puis un jour, elle reçoit un coup de fil, on lui apprend que Paul est mort. Et elle décide d'aller à son enterrement. Et là, elle découvre que Paul n'était pas le Paul qu'elle pensait, avec lequel elle pensait avoir vécu et qu'elle pensait avoir aimé. Donc c'est tout le sujet du roman, qui est cet homme. Mais la première question que je voulais vous poser, qui m'a intriguée, je dois dire, donc c'est une question un peu indiscrète, c'est-à-dire est-ce que ce roman est inspiré d'une histoire vraie ou est-ce qu'il y a des bribes de ce roman qui sont inspirées d'une histoire vraie? Non, pas vraiment. C'est inspiré surtout de thèmes que je voulais, enfin, qui me tenaient à cœur de traiter, le thème de l'amour aussi, mais le thème de l'écriture, de la littérature, et donc mettre en scène un personnage d'écrivain à succès me permettait de rentrer de plein pied dans la littérature à laquelle j'avais envie de rendre un petit hommage. Voilà. Mais non, enfin, Dieu merci, ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas Hélène, Non, je n'ai pas un Paul qui m'a laissé un message sur un coin de table pour ne rien m'expliquer du tout sur son départ précipité. Et tout va bien dans mon couple. Je d'accord. touche du Ah bois, bah mais non, mon la couple question se penche. c'était voilà, la question c'était pas est-ce que c'est autobiographique? La question c'est parce que souvent je remarque que en fait les écrivains, ben, on leur raconte des tas d'histoires et tout d'un coup ça fait tilt dans leur tête et ils s'en servent pour, en tout cas pour la matière première d'un roman et Ça, heu c'est et donc sûr. voilà et à Les la fois je écrivains, trouvais ce sont des vampires. Faut c'est jamais rien ça! raconter à un écrivain parce qu'on n'est pas à l'abri que ce soit utilisé de manière un peu tordue dans un livre, oui, c'est sûr. Oui, c'est ça, voilà, mais bon. Donc ce Paul donc a 2 facettes. Il a une facette finalement donc de ce en fait, ce vécu, avec Hélène tout à fait parisien et cetera et quand Hélène va aller donc, à son enterrement, elle va se rendre compte qu'il était absolument, différent. Donc on a 2 facettes d'un Paul, et je me demandais si vous aviez donc, pris plus de plaisir à écrire l'une de ces 2 facettes, voilà, quel était le comment ça s'est fait finalement ce double personnage? Comment a-t-il pris, naissance dans, votre tête? Était-il au départ, si double que ça? Et qu'est-ce qui vous a plus intéressé, dans la facette de l'écrivain et dans la facette de cet homme inconnu? Alors en fait, je crois que j'ai eu autant de plaisir finalement à raconter Paul dans les yeux d'Hélène, si je puis dire, parce qu'au début, on suit Hélène comme si on était posé sur son épaule et puis on la suit se rendre à cet enterrement et on comprend enfin je crois, j'espère qu'on comprend sa panique, enfin son désarroi de ne rien comprendre à ce qu'elle voit et aux gens qui se trouvent autour d'elle. Donc j'ai beaucoup aimé finalement raconter son malaise et sa stupeur, raconter comment dire, au fur et à mesure de ses découvertes, la manière dont elle voyait l'image de Paul se fissurer, voilà.
Et de l'autre côté, j'ai pris aussi énormément de plaisir à raconter l'histoire de ce gamin que rien ne prédestinait à l'écriture, parce que ce qui m'intéressait, entre autres, dans l'écriture de ce texte-là, c'était de raconter une histoire d'émancipation, de raconter l'itinéraire d'une sorte de transfuge, en fait, d'un petit gosse né dans une famille où il n'y a pas de livre, dans une famille où la littérature est vraiment considérée comme une occupation de feignant. Voilà, on est dans une famille ouvrière et de raconter finalement lutte de ce gamin-là pour faire exister cette petite voix qu'il a à l'intérieur de lui. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que ça, effectivement, alors pour rebondir à la question que vous m'avez posée précédemment, effectivement, ça fait écho en fait bon, je crois à tous ceux qui un jour décident de vivre de leurs rêves, quoi. On a tous, à un moment donné, une petite voix enfin, on a tous, je pense, oui, une petite voix qui nous chuchote ou qui nous hurle selon les moments que ben, peut-être il y a une autre place quelque part pour nous. Comment on trouve sa place au monde, comment un jour on décide d'être qui on est vraiment. Alors cette petite voix, comme vous l'appelez, cette petite voix, en fait, elle n'est pas exactement le fruit du hasard, en tout cas chez Paul. Donc sa vocation d'écrivain, au départ, finalement, il n'avait aucune idée de ce que c'était, ni de lire, ni d'écrire d'ailleurs, parce qu'on parle d'écriture, mais au départ, c'est la lecture. Alors cette petite voix, en fait, elle est donc incarnée par une femme qui s'appelle Rachel. Sans en dévoiler trop, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Rachel et comment elle a réussi à agripper ce gamin finalement? Puisque... C'est vrai que c'est difficile à résumer parce que j'ai toujours peur de trop en dévoiler parce que c'est vrai que ce roman-là repose finalement sur une succession de révélations et de découvertes que va faire Hélène. Mais néanmoins, on peut effectivement parler un petit peu de Rachel. Et Rachel, elle va, alors sans tout raconter, mais en tout cas, elle va être la passeuse, celle qui va permettre à Paul de se révéler, celle qui va croire en lui. La première, peut-être même la seule, qui va croire en lui et qui va autoriser finalement ce gamin qui a 19 ans à l'époque à briller un peu plus fort que ce qu'il imagine. Voilà. Alors, il faut savoir donc l'enfance de Paul, puisqu'en fait, on va remonter à l'enfance de Paul. Cette femme va finalement incarner avec évidemment la sœur et la mère de Paul, a quand même incarné l'enfance de Paul. On est dans un petit village, une petite ville, et cette femme, elle est particulière. Hein. Cette femme, elle est particulière. Comment vous l'avez créée? Et comment et pourquoi? J'avais envie d'un personnage flamboyant. Je voulais d'abord qu'elle détonne un peu à la fois physiquement, puisqu'elle arrive à l'enterrement avec un pull rouge vif. Donc, elle détonne visuellement et puis elle détonne aussi parce qu'on voit, on comprend assez vite qu'en fait, elle cristallise pas mal de tensions en fait dans ce village-là. Et tout l'enjeu finalement de ce roman, ça va être de comprendre qui elle est, pourquoi tant de haine, si je puis dire, et quelle est son histoire, quoi. Alors, cette femme, non seulement elle arrive avec un pull rouge, etc., mais cette femme, pour les lecteurs, pour les futurs lecteurs, alors autant Hélène, Hélène, elle a le même âge que Paul, mais Rachel, non. Rachel, elle pourrait presque être sa mère, mais pas loin. Ouais, c'est une femme, quand on arrive à l'enterrement, c'est une femme de 70 ans. C'est une femme de 70 ans, voilà, donc elle a... mais c'est une femme qui, pour autant, elle est... Oui, c'est une femme flamboyante, voilà. Je ne sais pas comment la décrire autrement sans trop en dire, mais... Alors, justement, ce décalage de génération, donc Rachel n'est pas... Pour Paul, n'est pas ni sa mère, ni sa grande sœur. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'amour entre Rachel et Paul? Je ne sais pas. Peut-être, oui, mais est-ce qu'on risque pas de trop en dire, Nathalie?
Le problème, il est là. C'est vrai que c'est difficile de. Je me heurte à l'exercice depuis une semaine parce que c'est vrai que ça fait une semaine que le livre est sorti et que voilà, je me rends compte, je ne l'avais pas du tout anticipé avant, mais à quel point c'est difficile à pitcher sans dévoiler finalement le sel de l'intrigue. Mais oui, il y a. C'est un livre effectivement où on parle d'amour. Alors, j'en dirai pas plus sur cette question du coup, mais on parle d'amour, on parle aussi d'une femme éprise de liberté et puis voilà, de grands thèmes comme ça qui traversent le roman tout du long. Alors, parmi les grands thèmes, donc on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais on va en reparler du coup. Ça va permettre de moins parler de l'intrigue. En fait, parmi les grands thèmes, donc, il y a effectivement la littérature, parce que bon, Paul est écrivain. Paul s'est sorti de sa condition, donc vous l'avez dit, qui était en fait une famille qui ne lisait pas. Finalement, il s'est mis à lire. Et il y a un livre en particulier qui a déclenché cette vocation. Oui, Est-ce qu'on peut en parler de ce livre et est-ce qu'il bien a une sûr. importance personnelle pour vous aussi? Parce que ce n'est pas n'importe quel livre. Non, c'est Des souris et des hommes de Steinbeck. Et moi, je crois que c'est mon coup de cœur littéraire de tous les temps. J'ai eu la grande chance de le découvrir très tard, puisque je l'ai découvert, je crois, il y a peut-être 5 ans. Donc, c'est assez récent finalement. Mais du coup, j'ai été assez mature pour finalement me l'approprier et m'émouvoir à la mesure de ce chef-d'œuvre. C'est un livre. Bon, alors, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent l'ont lu, le connaissent, voilà, mais c'est un livre qui, en très peu de mots, en très peu de pages, contient tout, je crois. En tout cas, moi, quand je serai grande, bah, je voudrais faire ça, voilà, pour le dire très simplement, parce que oui, j'admire la concision, j'admire la manière, enfin la mise en scène de toutes les scènes que je trouve extrêmement efficace. Et puis cette fin, moi qui ne suis pas du genre à pleurer en tout cas, j'ai pas de réaction très très forte quand je lis. Ça se passe très en interne chez moi. Et ben là, je suis restée sur la fin complètement bouche bée. Et je crois que ça a dû durer une bonne demi-heure. J'étais là, mais non, ah. Voilà, et voilà, c'est le signe qui m'a bien bousculé, ce livre. Oui, donc moi, je m'attendais à ce que vous me disiez, bah oui, c'est le livre que j'ai découvert quand j'avais 15 ans, qui m'a Non, accompagnée, que j'avais voilà. Bon, comme finalement, pas du tout. comme votre héros, mais pas du tout. Donc, Mais y pas du tout. a-t-il un livre? Mais je Y suis a contente, c'est ce que je vous disais, parce que du coup, je me dis que peut-être si je l'avais rencontré trop tôt, et je pense que c'est le problème qu'on a avec beaucoup de lectures qui sont proposées, notamment au collège ou au lycée, où en fait on met dans les mains des élèves des livres pour lesquels ils ne sont pas forcément encore bien armés pour les apprécier, bien encore tout construit, pour avoir les outils, voyez, pour se les approprier. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de l'avoir découverte sur le tard. Peut-être que si je l'avais lu à 13-14 ans, il ne m'aurait peut-être pas laissé le même souvenir. Parce qu'en fait, en tant que lecteur, on arrive, on écrit, mais ça je le dis à un moment dans le livre, on écrit, finalement, il faut être deux pour écrire un livre. Il y a le romancier, évidemment, qui fait la moitié du chemin, et puis l'autre moitié du chemin, c'est le lecteur qui le fait, qui arrive avec son histoire, avec ses attentes, avec ses émotions, avec sa personnalité, avec tout ce qu'il est, et qui fait qu'il va rencontrer le livre ou que la rencontre ne va pas se faire. Alors, pour répondre à la question, du coup, de savoir s'il y a des livres qui m'ont porté quand j'étais gamine, alors moi, j'ai un livre, ma vraie première belle expérience de lecture, alors c'est vraiment un livre pour enfants, hein, mais c'est La Chatte au chapeau. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Alors, c'est un livre, je crois que c'est une romancière allemande. Je ne suis même pas sûre que le livre soit encore édité. Ça doit être un texte des années 60-70 qui racontait l'itinéraire d'une chatte qui portait un chapeau. Enfin voilà, c'était l'anthropomorphisme à mort, quoi. Mais en fait, c'est la première fois que… Donc j'avais 9 ans peut-être. Et c'est la première fois en fait que le film se faisait dans ma tête sans aucun effort, quoi. J'avais jamais ressenti ça. Je trouvais ça absolument magique. Et une fois que j'étais tombée là-dedans, c'était parti pour la vie, en tout cas jusqu'à maintenant. Et après, ado, j'avais
Le portrait de Dorian Gray, qui m'a énormément marqué, d'Oscar Wilde. La petite Fadette de George Sand aussi, ça c'est des lectures qui m'ont beaucoup plu. Et un autre livre aussi auquel je pense, mais que j'ai découvert, je crois que j'étais en première, parce que j'avais un prof de lettres qui était absolument merveilleux et qui n'hésitait pas à nous emmener dans des territoires. Voilà, c'était, je crois que c'est, alors, Si par une nuit d'hiver, un voyageur d'Italo Calvino. Mais je crois que la dernière traduction, ils ont un tout petit peu changé le titre. Je me demande si le si n'a pas été, je crois que ça s'appelle maintenant Par une nuit d'hiver, par une nuit d'hiver, un voyageur. Bon, enfin bon, bref. À l'époque, c'était Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Voilà, d'Italo Calvino. Et là, j'ai compris qu'on pouvait jouer avec le lecteur, on pouvait créer une frustration. Est-ce que vous connaissez ce livre? Non, je connais juste le titre, mais Ah, voilà. alors, si je peux me permettre, si je peux me permettre, c'est un livre merveilleux parce que, en fait, c'est l'histoire d'un type qui va dans une librairie, qui achète un livre, et donc c'est un livre, je sais pas, qui achète un roman. Il s'avère qu'en fait, il achète un roman défectueux. À l'intérieur, il n'y a que le début du roman, mais il n'y a pas la suite. Sauf que le début du roman, vous l'avez, puis comme lui, vous n'avez pas la suite. Et comme Italo Calvino, il est extrêmement doué, et ben en fait, ça crée une frustration. Vous avez envie de savoir la suite. Donc, vous êtes comme le lecteur, vous avez envie de vous précipiter à la librairie pour racheter un livre bien, bien fabriqué. Et en fait, à chaque fois, vous avez toujours des bouts de texte comme ça, parce que le pauvre lecteur, il n'arrive jamais à avoir un livre normal dans ses mains. Et donc, en fait, vous passez par tous les genres littéraires. Vous avez du roman de gare, vous avez du roman d'amour, style un peu harlequin, vous avez du roman érotique, vous avez du roman d'espionnage, vous avez du polar un peu façon années 50, vous voyez. Enfin, vraiment, ça va chercher dans tous les genres et c'est absolument fabuleux. Alors, pour comprendre comment créer de la frustration chez un lecteur, pour le coup, c'est super. Voilà, bon, c'était ma petite... Je suis hyper Super, voilà, bavarde. super Pardon. conseil de lecture. Donc, Si par une nuit un voyageur ou Par une nuit un voyageur, on ne sait pas. Alors, est-ce que c'est ce livre ou un des livres que vous avez cités qui a déclenché du coup votre goût ou votre envie d'écrire? Parce que c'est pas le tout de lire. En fait, passer de la lecture à l'écriture, quel est le tremplin qui vous a conduit à l'écriture? Je crois que j'ai eu envie d'écrire à partir du moment où j'ai su lire, en fait. Ce qui se passe, moi, c'est que j'étais une enfant un peu... j'avais du mal à m'exprimer. En fait, j'étais une enfant très nerveuse, très... Voilà. Et j'avais toujours l'impression que les mots ne suivaient pas ce que j'avais dans ma tête quand je parlais. Et donc, j'étais très frustrée. Et en fait, j'ai trouvé dans l'écriture un moyen d'expression où je me sentais moi-même. Donc, en fait, finalement, l'écriture, chez moi, c'est le fruit d'une incompétence, hein, très clairement. Bah, écoutez, si les incompétences de tout le monde pouvaient être comme les vôtres, je pense que ce serait très bien. Mais bon, malheureusement, ça n'est pas forcément toujours le cas, quoi. C'est Mais, parce qu'il faut trouver la manière de sublimer ça, mais on en mais est bon, tous capables, je crois. vous parliez d'Italo Calvino, justement, qui emmenait un peu son lecteur en bateau, entre guillemets. Euh, mais vous aussi, vous emmenez un peu votre lecteur en bateau quand même, parce que cet enterrement, alors, je ne sais pas si on peut le dire ou pas, mais enfin, cet enterrement, il a lieu sans la personne, il a lieu sans Paul. Oui, Vous c'est êtes ça qui est d'accord? rigolo. Oui, oui, absolument, absolument. Parce que le cercueil a un mal de chien à arriver, en fait. Et ça, c'était. Bon, j'avais envie d'un petit peu comment dire, un peu d'humour quand même, un peu de loufoquerie dans cette affaire qui est quand même assez. Voilà, c'est quand même une histoire à la base qui est assez triste, hein, quand même. On va à la mort d'un homme quand même. C'est pas hyper joyeux. Oui, 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 mais là, je vous interromps Mais parce qu'il ne faut pas que les auditeurs, ceux qui nous écoutent, pensent que oui, c'est un c'est vrai. livre triste qui va les plomber, Non. parce que pas du tout. Donc, voilà. Ça, c'était mon Vous n'aviez pas défi. envie d'un livre triste Je pour ne ce voulais livre. pas d'un livre triste. Je ne voulais pas d'un livre triste, mais la situation de départ, elle est un peu dramatique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, du coup, j'avais envie de mettre un peu d'humour aussi parce que, enfin, je sais pas, je crois que dans la vraie vie, dans les situations dramatiques, il y a toujours un moment où c'est ces moments-là où on a des espèces de rire nerveux, où il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qui va, voilà, un bruit un peu insolite qui va arriver et qui va faire qu'on va rire. Moi, je me souviens j'ai une petite anecdote à ce sujet. C'est
j'ai perdu mon beau-père il y a 2 ans et puis en fait, mon beau-père a souhaité être incinéré. Donc, je vais avec mon mari voir le conseiller des pompes funèbres. Et puis, moi, c'est une anecdote un peu perso, mais c'est pas grave. Allez-y. Donc, et en fait, à un moment donné, le monsieur nous dit, bon, bah, je vais faire quelques photocopies, je reviens. Et là, moi, bêtement, je dis, non, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas le feu. Et mon mari, donc, qui vient de perdre son papa, qui lui est quand même un peu au bout du rouleau, quoi, c'était dur, qui me regarde et qui dit, non, pas encore. Et voilà. Et là, on part dans un fou rire parce que, en fait, la vie, c'est comme ça tout le temps, en fait. À chaque fois on a l'impression que la vie s'amuse toujours à contrebalancer, voilà, comme s'il fallait toujours qu'elle gagne, quoi. Mais c'est vrai. Et là où vous êtes forte, c'est qu'effectivement, bon, cette idée, en fait, du fait que le cercueil, enfin le convoi, j'arrive plus à trouver le mot, le convoi funèbre n'arrive pas parce que bon, il y a un pépin mécanique, on va dire. Là où vous êtes forte, c'est que ça vous permet aussi, du coup, de faire durer finalement l'attente. Et ben, quand on attend, on commence à faire connaissance et à se parler. Et donc là, Hélène va se dire, mais qui est cette femme en rouge et quelqu'un va lui dire, je ne vais pas trop lui dévoiler tout ça, mais bon, quelqu'un va dire, bah, va parler à Rachel. Et ça, je trouve ça assez malin. Je trouve ça assez malin parce que du coup, ça permet finalement de réconcilier les deux pôles, enfin, en tout cas de mettre un trait. Et j'emploie le mot réconcilier parce que je voulais vous poser la question, justement. C'est quand même dur, quelqu'un qui s'en va, etc. Mais c'est aussi peut-être un livre sur l'acceptation, le pardon, la réconciliation. C'est tout à fait ça. Vous avez complètement raison. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginé. C'est un livre qui parle beaucoup du pardon, à la fois le pardon qu'on accorde aux autres, mais le pardon aussi qu'on s'accorde à soi. Et c'est un roman, oui, c'est un roman qui parle de réparation, qui parle de réconciliation, à la fois avec les autres, mais aussi avec soi-même. Et c'est oui, comme vous dites, d'acceptation, c'est ça. C'est pour ça que vous aviez raison quand vous disiez tout à l'heure que c'est pas un roman qui se veut triste, au contraire, c'est un roman qui se veut un peu, comment dire, un peu consolateur, peut-être. Oui, 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 ou en tout cas qui permet finalement à Hélène de passer à autre chose. Et au départ, elle pourrait se dire, mais cet homme, en fait, je pensais qu'il était comme ça, en fait, il est tout à fait autrement. Elle aurait pu justement, elle aurait pu s'en fâcher, elle aurait pu se dire, mais en fait, il m'a complètement roulé dans la farine. Mm. Elle ne le prend pas comme Ouais. ça. Par la force des choses, elle est finalement dépassée par ce qu'elle ressent, par ce qu'elle perçoit, par les échanges qu'elle a avec ces gens qu'elle n'attendait pas. Donc, elle est obligée de se confronter aux autres et ce faisant, bah, elle est obligée de se poser aussi des questions sur elle-même et sur son histoire et elle est obligée de sortir d'elle-même finalement, ce qu'elle n'était pas venue faire, hein. Non, ce qu'elle n'était pas. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'elle était venue faire. Elle était juste. Parce qu'en fait, au départ, elle ne voulait même pas y aller, si je me souviens bien. C'est Au l'éditrice qui dé- lui dit, bah vas-y. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le coup de fil qui lui apprend la mort de Paul intervient 1 an après la disparition de Paul. Donc, en fait, pendant 1 an, Hélène, elle est passée par toutes les phases. Elle est passée par d'abord la sidération, l'incompréhension, la colère, la détresse, enfin bref, d'émotions que je dessine en une dizaine de pages, je crois. Et puis en fait, au bout d'1 an, peu à peu, elle reprend goût à la vie, quoi. Il y a un moment donné, la douleur est devenue moins lourde à porter et donc elle sort timidement la tête de l'eau. Et puis c'est à ce moment-là que le coup de fil intervient où l'éditrice lui annonce eh bien, que Paul vient d'être retrouvé mort au fond d'une rivière. Et donc, oui, elle est pas sûre de vouloir encore se confronter à ça. Elle a tant cheminé pendant 1 an, est-ce que ça vaut le coup de remuer le couteau dans une plaie qu'elle pensait un peu refermée? Et en fait, elle va se rendre compte là-bas que la plaie n'était pas fermée du tout, qu'elle était fermée, mais finalement, qu'elle suppurait encore un peu, quoi. C'est pour ça que je trouve ça. Je posais la question au début un peu sous forme de boutade, mais si c'était en fait tiré d'une histoire vraie, parce que je pense que ça existe effectivement
des hommes ou des femmes qui partent comme ça un beau jour en laissant un petit mot sur la table. Et on en a tous, en tout cas, oui, moi je sais que, voilà, on en a en tête des gens, des amis qui vous appellent, je ne comprends pas, il est parti, j'étais en train de faire mon marché, il m'a dit, je t'aime plus, et après 8 ans, il est parti comme ça, quoi. C'est une anecdote personnelle, mais qui est vraiment arrivée, qui est arrivée à une de mes C'est amies. dur. C'est dur pour votre amie. Hein. Pour le coup, Elle non, mais s'est c'est retrouvée terrible. avec les poireaux dans La le sac. pauvre. Mon Dieu. Et voilà, quoi. Donc, alors, j'ai aussi quand même l'impression, donc, pour revenir sur votre livre, que vous aimez bien raconter les histoires d'amour et que vous les racontez bien d'ailleurs, parce que en fait, il y a une double histoire d'amour. J'aime bien les histoires d'amour, mais j'aime bien les histoires de tout type d'amour. J'aime bien raconter dans Rue du Rendez-vous. J'ai raconté finalement une rencontre entre un homme de 87 ans et une jeune femme de 25 ans et qui vont développer une sorte d'amour, si on peut appeler ça comme ça. En fait, moi, j'aime bien ce qui parle de rapprochement entre les êtres. Donc, ça comprend l'amour entre deux personnes en couple, ça comprend aussi l'amour filial, ça comprend, et je crois qu'en fait, c'est vrai, tous mes romans, en tout cas, les 3 derniers sont traversés par des histoires d'amour, mais de tout type d'amour. Voilà. Mais je trouve que c'est un exercice auquel je souhaitais me confronter parce que en fait, mon défi à moi, c'était de raconter une histoire d'amour, mais qui ne soit pas gnangnan. Voilà. J'avais peur de la gnangnan-itude. Voilà, c'est pas gnangnan. Bah, merci, je suis contente. Pas du tout gnangnan. Est-ce que vous pensez que, parce que Paul a quand même caché, enfin, de part et d'autre, on va dire, caché une partie de sa vie, est-ce que vous pensez qu'on a tous, plus ou moins, hein, pas jusque-là, mais des choses à cacher et est-ce que parfois il faut les cacher voilà. Est-ce que vous pensez… Oui, c'est peut-être enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est une question, bien sûr. Est-ce qu'on connaît vraiment la personne avec laquelle on vit? Voilà. Je sais pas. Mais la question s'adresse d'ailleurs à soi-même d'abord, c'est-à-dire, oui, c'est ça. est-ce qu'on n'a Est-ce pas, qu'on se connaît soi-même? est-ce qu'on se cache pas, est-ce qu'on cache pas à l'autre des choses? Et si je pense qu'on a quand même tous un jardin secret pour protéger l'autre, pour protéger la sécurité de son confort, pour protéger, pour tout un tas de choses. Pour tout un tas de raisons, il y a forcément des choses qu'on omet de dire. C'est pas du mensonge, c'est parfois des choses où on se dit sans doute c'est pas si important que ça, et finalement à les révéler, je perdrais davantage que j'y gagnerais, quoi. Oui, et je trouve ça intéressant de justement où est-ce qu'on pousse le curseur jusqu'où peut aller son jardin secret. Ça dépend des gens. Alors, il y a des gens comme Paul, j'imagine, qui, eux, ont poussé le curseur très, très loin. Et puis des gens comme moi, qui, je crois, vous sans doute peut-être aussi, Nathalie, mais je ne sais pas. Voilà, tout le qui monde. ont une vie un peu plus, enfin, en ce qui me concerne, j'ai une vie beaucoup plus tranquille que celle de Paul. Oui, donc, hein. j'ai pas l'impression d'avoir camouflé grand-chose ou d'avoir oublié grand-chose. Mais bon, là, pour le coup, ce serait, comme disaient les Guignols, ça sera l'insu de mon plein gré, pour le coup, si j'avais voilà, c'est ça. oublié des choses. Mais bon, moi, je trouve ça intéressant quand même. Voilà, le secret ou taire des choses par amour ou par peur de blesser l'autre, ou etc. Oui. Et donc, j'ai un peu lu votre livre en me disant, oui, mais là, le curseur, il est vraiment poussé à l'extrême, quoi. Et il est poussé à l'extrême aussi, peut-être parce que Paul, du côté d'Hélène, en fait, ne veut probablement pas révéler, parmi d'autres choses, son environnement familial quand il était enfant. Disons qu'il s'est retrouvé piégé, Paul, en fait. On apprend au fur et à mesure du roman que, à l'origine, c'était pas un plan de carrière de mentir. Sauf que finalement, ça s'est fait comme ça et que il s'est retrouvé enferré dans son mensonge, un mensonge en entraînant un autre. Au bout d'un moment, il glisse vers une vie de mensonge. Ça lui a échappé, ça lui a presque échappé, en fait. Enfin, ça lui a totalement échappé, d'ailleurs. Et c'est sans doute pour ça qu'à un moment donné, il n'a plus pu supporter. Il ne supporte plus, voilà. Il a laissé le mot sur la table et là, on ne dévoile rien puisque le livre commence comme ça, finalement. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, je voulais vous faire parler un peu justement de la famille de Paul.
Donc, on découvre peu à peu de son environnement social. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, c'est une famille où on ne lit pas de livres, mais c'est tout de même une famille aimante. C'est une famille aimante. Ah oui, j'avais pas du tout envie de traiter de maltraitance ou de... Pas du tout. C'est une famille, il est avec un père qu'il aime, qui a ses difficultés, mais qui pour autant est un père aimant. Une mère qui a ses difficultés, mais qui est aimante. Mais en fait, quand Paul, en fait, ce qui se passe, c'est que le père avait comme ambition, le père syndicaliste, c'est un homme très apprécié dans l'usine dans laquelle il travaillait. L'usine dans ce coin-là de France, c'est vraiment comment dire, c'est la pièce maîtresse de ce village. Toute la vie se déroule autour de cette usine. Dans chaque famille, il y a un membre qui travaille à cette usine. Et donc, en fait, c'est un endroit, un lieu très important, même symboliquement. Et, euh, et en fait, cet homme-là, qui était donc un syndicaliste à la fois très apprécié des employés, mais aussi très apprécié de sa hiérarchie parce que c'est un homme fiable, parce que c'est un homme sur qui on peut compter, en fait, il avait comme ambition que son fils finalement suive ses pas. C'est souvent le cas. En général, on est heureux, j'imagine, quand nos enfants suivent la voie qu'on pensait être la meilleure pour eux, quoi. Oui, qu'on pensait être la meilleure pour eux. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était particulièrement bien traité, effectivement, parce qu'en fait, on voit bien, on se représente très bien l'usine, le père qui présente son fils, enfin, qui est fier et se dégage, et le fils qui n'ose pas enfin, qui n'ose pas affronter son père directement. Finalement, Paul, il n'a jamais osé affronter directement. Paul, il est lâche, hein. D'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises Oui, il le dit. dans le livre. Il le dit qu'avec le recul, finalement, la lâcheté, ça a été sa plus grande. Je sais, ça a été comment dire, le trait de caractère le plus qu'il a suivi vraiment tout du long, quoi, le plus fiable tout du long. Mais en fait, en réalité, Paul, il veut pas affronter son père, mais il veut aussi pas décevoir sa maman. Parce que sa maman, c'est une femme qui travaille énormément, qui se démène beaucoup, qui est dans le sacrifice pour ses enfants, pour assurer une vie, voilà, pour assurer le pain quotidien, quoi, comme on dit, et qui donne tout pour les autres. Et lui qui a d'autres envies que celle-là, se sent profondément égoïste d'avoir envie de vivre pour lui-même, quoi. Et donc, en fait, la difficulté de Paul, c'est de réussir à se détacher, mais aussi sentimentalement de cette culpabilité qui l'assaille en permanence, quoi. Donc, en fait, Paul, il est écartelé tout le temps. Il est écartelé entre l'envie d'être le fils de ses parents et puis l'envie d'être tout autre parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose au fond de lui qui lui hurle de partir en courant, quoi, que c'est sa vie, c'est pas ça. C'est autre chose qui l'attend. Mais Et quoi? Au début du livre, il n'en sait rien. Mais vous ne pensez pas justement que c'est un peu tous les adolescents, enfin tous les voilà, qui n'osent pas, qui ont peur de décevoir leurs parents, alors qu'en fait, peut-être que ce serait tout le contraire, mais euh, est-ce que vous pensez justement qu'on est très déterminé par sa famille et que plus une famille vous aime, plus c'est difficile d'en sortir, hein? Ah si, je pense que c'est commun à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. En tout cas, moi, je sais que, par exemple, euh, moi, cette histoire de comment naissent les vocations et puis comment on se débrouille avec des rêves quand on nous dit que nos rêves, ils sont un peu trop larges pour nos épaules, comment on fait quand même, quitte à décevoir. Moi, je sais quelque chose que j'ai vécu. Je sais que il y a plein de gens autour de moi, quand on discute, des gens, aujourd'hui, moi j'ai 41 ans, donc des gens de ma génération qui ont fait leur carrière en suivant ce qu'avaient dit leurs parents. Tu feras du droit, tu feras médecine, tu feras, voilà. Donc ils ont fait du droit, ils ont fait médecine, aujourd'hui ils en reviennent parce que c'est pas, parce qu'ils vibrent pas en fait. Ils vibrent pas comme ils aimeraient vibrer. Il y en a d'autres qui s'éclatent, et heureusement, hein, mais disons, quand on a un petit rêve
et qu'on n'ose pas le réaliser par peur du regard des autres, ou par peur de décevoir, ou par peur d'être moins aimé par ses parents ou par son entourage, bah, le problème, c'est que ce rêve-là, il a tendance, à mon avis, je crois, à s'incruster puis à revenir toquer à la porte régulièrement, quoi. Faut faire gaffe aux rêves, hein. Ils Oui, insistent. c'est vrai. C'est vrai, bah, quand ils insistent, il faut y aller. Et ce que vous disiez sur votre âge, je trouve qu'effectivement, la tranche 40-50 est totalement déterminante et on voit beaucoup, Mm. surtout les femmes d'ailleurs, qui à 40 ans, enfin, voilà, se disent, bon, allez, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je continue Mm. encore ou c'est le moment ou jamais de changer? Je trouve que c'est une décennie particulièrement intéressante. Euh, et du coup, Hélène est intéressante à ce point de vue-là, finalement. Euh, Bah oui, parce elle est aussi, voilà, elle a 40 ans, donc outre les questions qu'elle se pose par rapport au départ de Paul, bah forcément, elle est aussi à un moment où elle a envie de faire le bilan de sa vie et qu'est-ce qu'elle va faire, quoi, maintenant. et puis, elle est assez ouverte, finalement, bah, parce que quand elle arrive à l'église, finalement, elle ne connaît personne. Mais Mm. elle, Ah, elle connaît quand même l'entourage professionnel de Paul, puisqu'elle arrive avec l'éditrice. oui, avec l'éditrice, c'est vrai. Avec l'éditrice. Mais voilà, elle ne connaît que cette partie-là finalement de Paul. Tous les autres, elle ne sait pas du tout qui ils sont parce que Paul, en fait, lui avait dit qu'il n'avait pas de famille. Il lui avait dit qu'il n'avait pas tellement d'amis. Et en plus, l'endroit dans lequel on l'enterre, elle n'en a jamais entendu parler. Donc, elle ne comprend pas pourquoi on l'enterre là, qui s'occupe des obsèques, puisque d'après ces informations, il n'avait pas de famille. Donc, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui sent bizarre. Ouais. Et alors, Paul, avant de disparaître, Paul avait un manuscrit quand même. Vous pouvez nous parler de ce manuscrit? Alors, le manuscrit, ouais, alors en fait, donc on a un chapitre, donc il y a une alternance de chapitres, donc il y a un chapitre sur deux pendant lequel on est collé à l'épaule comment dire, d'Hélène et on va suivre vraiment ses découvertes au fur et à mesure qu'elle les fait et puis ses échanges avec les différents protagonistes de cette histoire. Et Le... Et on alterne avec des chapitres qui, eux, reprennent le manuscrit que Paul a écrit et qui va permettre à Paul de s'expliquer. Voilà. Et vraiment, je trouve que cette alternance est bien dosée et bien équilibrée. Donc très agréable. Ça permet peut-être aussi de se, entre guillemets, reposer Oui, de l'ambiance des obsèques finalement. Hein. ben, c'est ça. C'est aussi une manière un peu. C'est aussi une technique pour, on va dire, pour garder l'attention, voilà, pour pas donner tout de suite, pour créer un peu de frustration. Italo Calvino, si tu m'écoutes. Mais voilà, c'est vrai que c'est des petits trucs, ça que moi, je faisais du roman noir avant. Donc, j'ai cette habitude finalement de chercher à comment garder le suspense, voilà, et l'alternance de chapitres, enfin, l'alternance de narration permet ça. Je voulais aussi vous poser une question sur le titre parce que, voilà, ce que je n'ai pas su, qui parle? Eh ben justement, les deux. C'est un titre qui a une double résonance. Ce que je n'ai pas su, c'est se mettre du côté d'Hélène, enfin du côté de Paul, ce que je n'ai pas su dire, ce que je n'ai pas su faire, ce que je n'ai pas su voir, ce que je n'ai pas su expliquer. Mais c'est aussi se mettre du côté d'Hélène, dans ce que je n'ai pas su tout court, et puis qu'elle va découvrir, évidemment. Vous C'est avez pour ça qu'on dû. a choisi ce titre-là. Ouais. Oui, justement, je me disais, en fait, avant de poser la question, j'ai relu parce que je me disais, mais est-ce que c'est ce que je n'ai pas su ou ce que je n'ai pas dit? Non, c'est ce que je n'ai pas su parce que justement l'intérêt c'était que ça puisse résonner pour les deux protagonistes principaux de cette affaire. Oui, parce que c'est aussi peut-être ce que Paul n'a pas su dire, ce que Paul n'a pas su Oui, exprimer finalement. Donc, tout à fait. Tout à fait. Non, non, ça marche bien pour les deux. C'est pour ça que à l'origine, je crois que mon titre de travail, ça devait être ce que je n'ai pas su dire.
Et puis, au Oui, fur et à mesure des échanges avec mon éditrice, comme j'en avais marre d'écrire tout le temps dans le mail ce que je n'ai pas su dire, ce que je n'ai pas su dire, je l'ai raccourci, mais c'était de la paresse, hein. Je l'ai raccourci en disant ce que je n'ai pas su, puis du coup, on s'est dit, ah, tiens, ça fonctionne bien ce que je n'ai pas su. Puis, voilà, on en est resté là. oui, oui, ça fonctionne très bien, quoi. Eh ben, merci. Je ne sais pas, je vois réapparaître Nathalie. Peut-être a-t-elle des questions? Déjà, je voudrais dire que j'ai cherché. Donc, La Chatte au chapeau n'est plus édité. C'était édité chez Ah, Gallimard. Peut-être dans une bibliothèque. Et c'était Simon et Daisy. Alors, je ne sais pas comment on prononce. Ruge, j'imagine. R-U-G-E. Voilà. oui. Et pour Italo Calvino, c'est point. C'est Si par une nuit d'hiver un voyageur. Et chez Folio, c'est Si une nuit d'hiver un voyageur. Voilà, alors effectivement, c'était ça. Je savais, je me souvenais qu'il y avait eu un BINS, si je puis dire, de traduction. Donc voilà, d'accord. Ça. Et en italien, alors, Ouais, on ne non. sait pas. C'était difficile. En tout cas, moi, je suis complètement d'accord avec Nathalie. C'est un livre qui est complètement gay, quoi, gay, qui est joyeux. Il y a beaucoup d'humour. Et moi, justement, il y a un personnage qui me fait beaucoup rire, c'est Françoise. Françoise, l'éditrice. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on revienne sur une phrase qu'elle dit, page 15, où elle dit c'était vivre avec un papillon, épingle-le et il crève. Qu'est-ce que c'est que cette phrase, Solène? Ben, parce que quand on choisit d'écrire, en fait, on choisit la liberté ultime. Il n'y a pas dans notre tête, il y a pas de limite, en fait. À la limite, on est même plus libre que peut l'être un cinéaste ou que peut l'être un musicien, parce que le cinéaste, il est toujours, il est contraint comment dire, par les finances que ça va coûter, par le décor, par la lumière, par le truc, par le machin. Le musicien, lui, bah, il est contraint par ses instruments de musique, par la technique. Donc, l'écrivain, lui, il est contraint par rien du tout. Donc, c'était une manière de dire que l'écriture, c'est l'exercice de liberté ultime. Les seules limites, elles sont voilà, dans l'imaginaire. Il n'y a pas d'autre limite que celle-là. Pierre pose cette question. Que représente pour vous la liberté, qui est quand même le gros fil rouge de ce livre? Pour moi, qu'est-ce que ça représente? Alors, à titre personnel, ça représente de vivre de ce que j'aime, déjà. Je sais que je veux écrire depuis très longtemps. Je porte ce désir en moi depuis des années. Je me suis autorisée à écrire des romans, j'avais un petit peu moins de 30 ans. Mais je travaillais, j'étais professeure des écoles et j'étais très malheureuse parce que je sentais que ce n'était pas ma vie, que ce n'était pas ma voie. Donc, en ce sens, je suis un peu Paul aussi, quelque part. Et en fait, ça me rendait vraiment, vraiment malheureuse, quoi. Et j'avais l'impression d'être plus malheureuse que tout le monde, alors que ma situation, c'était pas terrible. Je partais pas à la mine non plus. Mais le fait de sentir que j'étais appelée à faire autre chose, en fait, me disait que j'avais l'impression de perdre du temps. Et moi, pour être tout à fait transparente avec vous, moi, j'ai perdu mon père très jeune, j'avais 10 ans. Il est mort, il avait 34 ans d'un arrêt cardiaque. Donc, ça ne prévient pas. Et en fait, je me suis construite dans l'idée que la vie était une urgence. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à accepter la patience. J'ai beaucoup de mal à entendre tu feras ça plus tard, on verra. Non, moi, c'est tout de suite et maintenant. Ce qui fait qu'en fait, d'être enfermée dans une classe, à faire un métier pour lequel je sentais que je n'étais pas faite, c'était vraiment une tragédie, quoi. Alors, je reconnais que c'est des gros mots, hein, mais c'était vraiment la manière dont je le ressentais. Et donc, la liberté pour moi, c'est la manière dont je vis actuellement, c'est-à-dire j'écris et voilà, c'est tout. C'est de faire ce que j'aime. C'est votre... Alors, Laurence, elle a lu votre livre. Pensez-vous que les écrivains sont immortels comme vous l'avez écrit dans votre roman? En tout cas, je pense que c'est une bonne manière d'immortalité, puisque en fait, quand on écrit, il reste. Enfin bon, sauf si c'est pilonné, ça n'existe plus nulle part. Mais on va Ah si, dire que ça ça reste quand même. existe. Là, je vous contredis. Il y a un exemplaire à la À la BNF. BNF. Absolument. Il y a un BNF, il y a un exemplaire à la BNF. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, le jour où je m'en irai, eh ben, mon arrière-petit-fils ou mon arrière-petite-fille, si elle a envie d'entendre son arrière-grand-mère causer, ben, il lui suffira d'ouvrir un livre. Donc, en ce sens-là, oui, je trouve que voilà, il y a un côté
il y a un côté immortalité, ouais, que j'aime bien. Ouais, c'est plutôt bien. En fait, vous voulez laisser une trace. Tous les écrivains veulent laisser une trace. Ouais, sans doute, il y a peut-être un peu c'est peut-être un peu l'ego là-dedans, ou peut-être la peur du vide, je sais pas à quoi ça tient, mais oui, c'est vrai. Après, je fais pas ça pour ça. Moi, je fais vraiment ça parce que j'en ai foncièrement le besoin d'écrire. Pour moi, c'est vraiment ça m'équilibre en fait. Et quand j'écris pas pendant 2 semaines parce que je pars en vacances, eh ben, ça me crispe. Je sens que je suis un peu tendue, que j'ai pas tout à fait la même, je sais pas, j'ai pas la même sérénité en moi parce que j'écris en plus d'une manière qui est à l'inverse de ce que je suis dans la vie. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui aime le contrôle, je suis très angoissée, donc j'anticipe énormément tout, notamment les catastrophes, de manière à être prête si je dois m'y confronter. En revanche, dans l'écriture, j'écris vraiment au fil de la plume. J'ai pas tellement de trame dans ma tête quand j'écris. Donc en fait, pour moi, l'écriture, c'est vraiment l'expérience du lâcher-prise. Ce qui fait que bah, finalement, ça équilibre vous voyez, Ouais. l'espèce de vigilance extrême que j'ai dans la vraie vie. Bah, du coup, je m'autorise à la perdre quand j'écris. C'est le seul moment où je me l'autorise. Et vous Voilà. écriviez, d'ailleurs, vous écriviez tantôt le manuscrit de Paul, tantôt l'histoire, ou est-ce que vous avez d'abord écrit l'histoire, puis c'était les deux à la fois, c'était enchevêtré dans votre… Non, j'ai d'abord écrit l'histoire de Paul, mais pas tout à fait de la manière dont elle apparaît dans le texte final. Il y a eu un travail on va dire, de recherche. C'est Stephen King, je crois, qui dit que c'est presque de l'archéologie finalement d'écrire. En fait, c'est comme si on allait creuser un peu à la découverte. Voilà, donc j'ai fait ce travail-là je sais pas, voilà, de recherche, on va dire, par rapport à mes personnages. Et puis, comme ça, l'histoire de Paul s'est dessinée. Et puis ensuite, seulement, j'ai essayé de comprendre qui était Hélène et ce qu'elle avait envie de me raconter. Et puis après, une fois que j'avais Hélène et ce qu'elle avait envie de me raconter, je suis retournée sur le manuscrit de Paul. Et puis, je l'ai transformé de manière à ce que ça fasse quand même quelque chose d'un peu harmonieux. Et puis, voilà. Est-ce que parfois, Intéressant. en écrivant, vous êtes dit Paul sort de ce corps ou Solène sort du corps de Paul? Parce que vous avez choisi de prendre votre métier. Vous êtes autrice et vous êtes Mm. écrivain. Et est-ce que c'était par facilité? Est-ce qu'il aurait pu être chanteur ou il fallait vraiment que ça soit un auteur pour que l'histoire soit construite comme vous l'avez construite? Alors, disons que moi, j'avais envie de parler de littérature. J'avais envie de parler de littérature, d'écriture et de ce milieu. Donc, du coup, forcément, voilà. Après, moi, j'aime quand même bien les histoires comment dire, de célébrités maudites. Vous savez, ces moments où il y a un grand succès et puis, pof, ça s'écroule. Je ne sais pas pourquoi. J'adore les biopics qui parlent de chanteurs. Je suis vraiment une grande fan de ce genre de trucs. Donc, on n'est pas à l'abri qu'un jour je mette en scène un chanteur ou un comédien qui se suicide. Enfin, je sais pas, je vais trouver quelque chose d'absolument terrible à lui faire La subir. tragédie, Mais quoi. voilà, une tragédie, La tragédie. voilà. Mais j'aime bien, en fait, essayer de comprendre ce qui se cache derrière les projecteurs, quoi. La face cachée de la lune, pour le coup. Alors, tiens, Marion, elle se demande, Paul est un écrivain qui écrit sous pseudo. Est-ce que vous vous êtes posé la question de prendre un pseudo ou vous assumez tout? Non, je l'ai fait. Je l'ai fait pour des textes un peu plus alimentaires parce que faut pas se leurrer, faut manger quand même. Donc, je l'ai fait. Est-ce que ça me dérangerait de le refaire? Non, je crois pas. J'aimerais assez être une Elena Ferrante française, allons-y gaiement. Mais non, pour être tout à fait sérieuse, ça ne me poserait pas de problème d'écrire sous pseudo. Tant que j'écris, moi, je suis contente. Après, je suis aussi très heureuse d'avoir l'opportunité de pouvoir porter mon travail, de pouvoir en parler. Ça, sous pseudo, c'est pas possible, évidemment. Donc, c'est pas le même exercice. Mais... Parce que justement, l'histoire du pseudo de Paul, Julien, c'est la question identitaire qu'il y a dans ce roman. Mhm. Quelque part en filigrane, le d'où, pourquoi est-ce qu'on assume, qu'est-ce qu'on a. Lui, il a voulu cacher, donc il a effectivement pris un pseudo. Tout ça, c'était un tiroir, Nathalie l'a bien expliqué, il y a plein de tiroirs dans votre roman. Et c'est vrai qu'on passe, mais on a vraiment envie de savoir. C'est-à-dire que dès le début, on sait qu'il est mort. Mais on sait pas quel est le mystère, pourquoi à l'enterrement, ben voilà, ça se passe pas comme un enterrement classique. Et
Vous êtes très fort parce qu'on ne tourne pas, on a vraiment envie de savoir. Donc, ça, bravo, c'est une belle réussite. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci. C'est vrai Je suis que très touchée. Paul nous échappe tout le temps, en fait. Ah. Ouais. Et l'exergue de la condition humaine colle très bien à tout ce qu'on dit après, quoi. J'imagine que ça aussi. Ah, tiens, justement, Alors, oui, pardon, allez-y. non, je vous en prie. Cette citation-là, pour le coup, je ne l'avais pas dès le départ. Et en fait, c'est en discutant avec un copain auteur dans un salon. Je ne sais pas pourquoi, on ne parlait pas du tout du roman, mais je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il sort cette phrase. Et là, j'ai l'oreille qui se dresse et je me dis, mais c'est absolument ce dont parle mon roman. C'est incroyable. Donc, je l'ai noté. Je dis, attends, celle-là, je te la pique. Je te ferai un bisou à la fin du roman. Je te mettrai dans les remerciements. Merci. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, absolument. Il y a un message de Vanessa qui dit continue à écrire pour notre plus grand plaisir. Donc voilà, je vous transmets le message. C'est gentil, merci. Solène, vous pouvez nous faire un conseil de lecture, outre la Sato Sapo et Italo Calvino. On a bien Et Steinbeck, donc, et Steinbeck à lire absolument. Oui, alors j'ai sorti ce livre-là de ma bibliothèque. Donc, c'est La Faussaire de Patricia Delahaye qui est paru l'année dernière, me semble-t-il. Donc, depuis, il a dû sortir en poche ou il est en passe de sortir en poche si ce n'est pas le cas. Et en fait, ça reprend un fait divers, l'histoire d'un. Donc, c'est basé sur des faits réels, mais ça a été extrêmement romancé, mais c'est juste très documenté. Et c'est l'histoire d'un homme au milieu de sa vie, d'un homme simple, un médecin de campagne, très apprécié, qui va se retrouver à vivre une histoire d'amour avec une femme qui débarque dans le village, une espèce de Marilyn Monroe, comme ça, il va être complètement subjugué, fasciné, et ça va donner un fait divers tout à fait terrible. Donc, ça parle du chemin d'un homme. Enfin, c'est super bien fait, c'est vraiment très bien fait. Voilà. Vous aimez bien le noir. Est-ce que vous retournerez dans le noir ou vous restez dans la blanche maintenant? Alors, pour répondre à cette question, je me dois quelques explications. Donc, ouais, j'ai commencé par le noir. Et puis, j'ai senti assez vite que j'avais envie de. En fait, j'avais pas envie d'être condamnée à écrire des histoires sordides en permanence. J'avais aussi envie de lumière. En fait, on écrit avec ce qu'on est. Moi, il y a 10 ans, j'étais plutôt très sombre et j'avais sans doute quelques démons à exorciser. Ceci étant fait, donc j'ai pris mes petites pilules, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, j'ai envie d'un peu plus de douceur. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'être complètement mielleuse tout du long, mais en tout cas, d'essayer d'explorer la partie un peu plus lumineuse de la chose. Mais en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai été un petit peu, un peu triste parce que quand Rue du Rendez-vous, donc le premier roman que j'ai fait chez Plon, donc il y a 3 romans de ça, est sorti. Certains ont pensé que c'était ce qu'on appelait un feel good. Et du coup, je me suis dit, bah non, moi je suis sortie du noir. C'est pas pour faire du feel good, c'est justement pour que je puisse écrire ce que je voulais sans étiquette. À la fois écrire des histoires tragiques si j'en avais envie, ou scandaleuses, ou terribles, et aussi écrire sur des sentiments plus doux si j'en avais envie. En fait, moi, j'ai voulu changer d'étagère uniquement pour m'ouvrir un champ des possibles plus large. Et donc, du coup, d'un coup, je me retrouvais de nouveau cataloguée à l'inverse du noir. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est pas possible, le prochain, je zigouille tout le monde, quoi. Je zigouille tous mes personnages, forcément. Donc, je ne sais pas. En tout cas, je ne m'interdis pas. Je trouve qu'en littérature générale, en fait, on peut tout écrire. On peut se permettre, c'est vrai. Est-ce que Nathalie, notre super libraire, peut nous faire un conseil de lecture? Alors oui, alors moi je suis une fan d'un auteur irlandais qui s'appelle John Boyne et il vient de sortir La vie en fuite, qui raconte l'histoire d'une femme qui de nos jours a 83 ans et qui se révèle avoir caché elle aussi son passé pour une bonne raison, parce que c'est la fille d'un SS et que quand elle était petite, eh bien, elle a visité des camps de concentration comme si elle allait au jardin d'acclimatation, on va dire. Et donc, elle en a souffert toute sa vie et elle a essayé de le cacher. Et évidemment, le passé, au bout d'un moment, bien, ressurgit toujours. Donc, un livre vraiment, alors, page turner, comme on dit, mais surtout qui pose aussi la question, bah, pareil, hein, de l'héritage familial et comment on s'en sort et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, donc Chez La vie Lattès. en fuite. C'est chez Jean-Claude Lattès, oui. La vie en fuite de John Boyne.
Et est-ce que c'est dans la lignée des... Parce que moi, j'ai pas encore lu celui-là, mais les précédents, ils sont tous très bons chez lui. Est-ce qu'on est dans la lignée de... Oui, on est dans cette lignée-là. Sauf le dernier, là, le câlin carpien, qui était un peu particulier. Mais sinon, on est vraiment, oui, dans la lignée des Fureurs invisibles du cœur, notamment. Voilà. Moi, je vous conseille d'aller en librairie. Vous pouvez aller à la Garenne-Colombe, voir Nathalie, qui a de très bons conseils. Voilà. Allez chez les libraires, parce que c'est très important d'aller chez les libraires. Ils peuvent aussi, vous pouvez y aller pour un conseil particulier. Vous pouvez aller chercher un livre, mais eux, ils seront aussi vous faire des surprises sur d'autres livres. Et c'est très intéressant de discuter avec les libraires. Les libraires ne sont pas que des pots de fleurs dans des magasins. Ils ont la parole, ils lisent les livres de A jusqu'à Z et ils sont de très bons conseils. Donc, allez chez Nathalie, acheter Ce que je n'ai pas su, qui est sorti la semaine dernière aux éditions Plomb. Donc voilà, ça c'est dit. Nous, on va faire une petite pause printanière, comme ça va nous permettre de lire tout ce qu'on n'a pas lu. Solène, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir pour parler donc, de ce beau roman. Un grand merci à Nathalie pour cette belle médiation. Je vous souhaite à toutes les deux une belle soirée, une bonne continuation et à très vite, j'espère.